Le Sahel s'éveille sous un ciel chargé de promesses, mais dans les ténèbres, des liens invisibles se resserrent. Sauriez-vous repérer ces chaînes modernes qui menacent d'étouffer tout élan d'indépendance? À l'aube, des drones venus d'ailleurs sillonnent l'immensité sahélienne. Sous prétexte de sécurité, ils dessinent les contours d'une domination inédite. Les routes étincelantes, symboles de développement, mènent souvent à des bases étrangères, érigées sous couvert de protection mais jamais sans contrepartie. Chaque partenariat, chaque accord de coopération dissimule un piège. Derrière l'aide au développement, derrière chaque investissement militaire, l'argent afflue. Mais c'est la souveraineté africaine qui s'effrite, fragment après fragment, sans bruit ni tumulte. Des milliards sont promis pour la sécurité, l'économie, les infrastructures. Cette générosité, en apparence, tisse une toile d'emprise. L'Occident gouverne désormais par contrats, dettes et bases discrètes, non plus par des drapeaux, mais par des signatures et des chiffres qui filent hors du continent. L'histoire du Sahel ne se répète pas, elle mute. Les chaînes d'aujourd'hui ne sont plus de fer. Elles prennent la forme d'accords obscurs, de dépendances financières, de troupes stationnées sous la bannière de la paix. Si l'on ne voit pas cette colonisation furtive, l'Afrique risque de perdre, une fois encore, le contrôle de son avenir, non par la force, mais au nom du progrès. Fermer les yeux sur ces rouages, c'est sacrifier le droit de choisir, l'espoir d'une économie souveraine, la liberté même de rêver un destin africain. Les enjeux dépassent les frontières du Sahel. Ils engagent de toute une génération décidée à ne plus laisser son continent glisser sous le joug d'intérêts étrangers. Mais une résistance s'organise. Au Burkina Faso, un nouveau vent de défi souffle, incarné par Ibrahim Traoré. Hier, les chaînes étaient en de fer. Aujourd'hui, elles sont de soie, mais elles étranglent tout autant. Le Sahel, vaste territoire de lumière et de contraste, se retrouve au centre d'une nouvelle stratégie occidentale. Les colonnes militaires d'antan ont laissé place à des accords feutrés, des bases discrètes, des aides au développement savamment conditionnées. Sous couvert de sécurité et de stabilité, chaque promesse s'enroule autour d'une logique implacable. Dans ce modèle occidental, tout semble conçu pour rassurer, prêts avantageux, missions de formation, soutien logistique. Les capitales européennes multiplient conférences et visites, promettant l'essor du continent. Mais derrière ces sourires diplomatiques, la mécanique se répète. Chaque franc investi retourne inexorablement vers les multinationales qui pilotent les chantiers, fournissent les équipements ou administrent les bases. Prenons des exemples concrets. À Dakar, des autoroutes flambant neuves servent avant tout à la rapidité des déploiements militaires étrangers, pas à désenclaver les villages. À Niamey, des silences diplomatiques s'échangent contre la perpétuation de contrats miniers opaques. Même l'aide alimentaire oblige à acheter auprès des fournisseurs du Nord, verrouillant le marché. Pour mesurer l'ampleur de cette emprise, il suffit d'observer le fonctionnement d'un port comme celui d'Abidjan. Grâce à des prêts dits concessionnels, les infrastructures portuaires sont modernisées, mais la gestion reste dans les mains d'opérateurs européens. Les taxes portuaires repartent vers l'Europe et les emplois hautement qualifiés restent inaccessibles aux locaux, perpétuant une dépendance structurelle. Les bases militaires se multiplient, justifiées par la lutte contre le terrorisme, mais elles installent surtout une présence durable et un contrôle sur les politiques nationales. Chaque signature d'accord engage à garantir la sécurité, mais au prix d'un alignement stratégique et d'une dépendance renforcée. Un exemple frappant, le Niger, qui concentre une dizaine de bases étrangères sur son sol, voit ses décisions sécuritaires scrutées et parfois dictées par des pays extérieurs. Le pays, riche en uranium, doit négocier ses exportations sous la pression de partenaires qui financent la sécurité, mais exigent en retour des conditions favorables à leurs compagnies minières. C'est le cercle vicieux d'une économie de la dépendance habillée en générosité. Les milliards prêtés repartent tôt ou tard dans les caisses des sociétés d'infrastructures, d'armement, de conseil, tandis que les États africains s'endettent, brident ainsi leur souveraineté et sacrifient leur capacité à décider seuls. Ce jeu d'apparence va bien au-delà de l'économie. Il menace la dignité, la liberté de choisir son destin. L'enjeu n'est pas la simple présence étrangère, mais la possibilité pour l'Afrique de retrouver une autonomie réelle. Pourtant, un grain de sable s'est glissé dans la machine bien huilée, le Burkina Faso. Comment ce pays a-t-il osé défier l'ordre établi? Au cœur du Sahel, une génération nouvelle élève la voix. Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, incarne ce réveil inattendu. Un jeune capitaine, un décret, et tout l'équilibre vacille. Ibrahim Traoré n'a pas grandi parmi les dorures du pouvoir. Il vient de la poussière rouge du Faso, où la dette se transmet comme un fardeau, aussi écrasante que le soleil du Sahel. À peine âgé de 35 ans, il surgit, porté par cette jeunesse qui refuse que leur pays soit pillé,
encore et encore, au bénéfice d'intérêts lointains. À peine installé, le constat est sans appel. Le Burkina Faso suffoque, ses richesses s'évaporent, captées par des accords inégaux. La jeunesse s'exile, les terres sont exploitées sous prétexte de partenariats justes, alors que la pauvreté ronge tout espoir. Traoré frappe vite et fort. Il exige l'audit de tous les traités signés avec l'étranger. Concessions minières, bases militaires, prêts, rien n'échappe à la relecture sous l'angle de la souveraineté. Les bases étrangères ferment l'une après l'autre. Les budgets jadis dévorés par la coopération sont réorientés vers des urgences nationales. Des choix radicaux impensables quelques mois plus tôt. Ce choix rappelle celui de Thomas Sankara, qui dans les années 80 avait déjà tenté de couper les liens de dépendance, refusant de payer la dette héritée de la colonisation et lançant des campagnes de vaccination et d'alphabétisation massive. À l'époque, la riposte internationale avait été implacable. Aujourd'hui, l'histoire semble renaître sous d'autres formes, mais avec la même audace. Les résultats ne tardent pas. Des centaines de millions de francs récupérés sur les flux sortants sont investis dans l'agriculture et l'éducation. Les écoles rurales rouvrent, alimentées par les fonds publics. L'industrie locale redécolle. Coton tissé au Faso, tomates transformées à Ouagadougou, panneaux solaires assemblés pour électrifier les villages. Mais le vrai bouleversement est ailleurs. Dans les rues de Ouagadougou, Bobo, Dioulasso ou Kaya, une fierté nouvelle circule. Les murs se couvrent de fresques, Traoré aux côtés de Sankara, poing levé sous la devise « Notre destin, notre choix ». Sur les réseaux, les chansons et les slogans s'envolent. La jeunesse vibre d'un espoir collectif. L'indépendance cesse d'être un mot creux, elle devient palpable, quotidienne. Les premiers signaux économiques le confirment. Le produit intérieur brut, bloqué depuis des années, repart à la hausse. Les marchés locaux s'animent, les coopératives se multiplient, la confiance renaît. Pour la première fois depuis longtemps, le pays croit en sa propre main. À titre d'exemple, la relance de la filière coton a permis de créer des milliers d'emplois dans les zones rurales, réduisant l'exode vers les grandes villes et les migrations. Les jeunes artisans, formés à de nouveaux métiers, sont soutenus par des microcrédits nationaux, loin des circuits bancaires internationaux qui imposaient des taux d'intérêt prohibitifs. Mais chaque victoire a son prix. Oser briser les chaînes invisibles, c'est devenir un exemple à abattre. Les risques sont énormes, car pour toute l'Afrique, la leçon est claire. Défier l'ordre établi peut tout changer, mais cela déclenche aussi toutes les ripostes. Mais une telle audace ne passe jamais inaperçue. Les regards extérieurs se braquent, prêts à tout pour défendre l'ancien ordre. Quand les armes cèdent la place au tableau Excel, qui contrôle vraiment la bataille du récit? Désormais, dans cette guerre silencieuse, les sanctions remplacent les canons. L'isolement diplomatique s'impose par un gel d'aide ou un simple communiqué. Aide humanitaire suspendue, crédits effacés, programmes gelés, chaque geste pèse plus lourd qu'un bataillon blindé. Les grandes puissances orchestrent la pression à travers le maillage serré des banques, des médias et des institutions internationales. L'offensive était psychologique. Multiplication de reportages anxiogènes, accusations de populisme contre les dirigeants dissidents et storytelling calibré pour semer le doute. L'objectif ? Fragiliser la confiance interne, isoler le pays et fracturer la société en jouant sur les peurs. Sur Twitter, dans la presse, à la télévision, le récit dominant martèle « instabilité, amateurisme, aventure périlleuse ». Pourtant, la riposte s'organise. Sur les réseaux sociaux, des millions de jeunes propulsent des hashtags de résistance imposant un contre-récit. Dignité, solidarité, souveraineté. Les campagnes d'isolement trouvent face à elles une vague de coopération régionale, des accords commerciaux sud-sud et des forums citoyens qui abolissent bonnes frontières et vieilles rivalités. Sur le terrain, la résistance prend forme concrètement. Relance de l'agriculture locale grâce à des semences adaptées, retour au troc dans les villages, réouverture d'ateliers. Là où les sanctions visèrent à étouffer, elles provoquent au contraire un sursaut d'innovation. Production artisanale de sel, coopératives textiles, marchés locaux hors des circuits occidentaux. Les tentatives de division interne, notamment via l'armée, se heurtent à une réponse inattendue. Un élan d'unité autour de la souveraineté. Syndicats, associations de jeunes, anciens combattants et nouveaux entrepreneurs affichent un front commun, refusant toute instrumentalisation. Mais le risque demeure immense. Voir la répression étrangère briser cette résistance ou assister à la naissance d'un modèle émancipateur capable d'inspirer tout un continent. L'avenir se joue sur un fil entre effondrement sous la pression extérieure et renaissance par l'innovation et l'unité.
À présent, une question cruciale se pose. Comment ces dynamiques locales et régionales pourraient-elles redéfinir l'équilibre des forces au Sahel? Ce qui se joue ici dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Sur les terres brûlées par l'isolement, une constellation d'espoir a surgi. Là où régnait la lassitude, les peuples du Sahel ont forgé une aube nouvelle. Ils ont donné naissance à l'Alliance du Sahel. Non pas un simple accord, mais un pacte vital scellé entre nations sœurs pour survivre et rester dignes. Face à des décennies de dépendance, le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont levés. Ils ont uni non seulement leurs armées, mais aussi leurs ressources, leurs savoirs, leurs rêves. Cette alliance va bien au-delà du militaire. Elle mutualise les moyens de production, fédère les réseaux d'entraide et jette les bases d'un projet commun, affranchi des anciennes tutelles. Les effets sont palpables. Les attaques terroristes ont reculé, non par hasard, mais grâce à une coordination locale renforcée. Des projets collectifs émergent. Coopératives agricoles transfrontalières, écoles communautaires, ateliers d'innovation, où l'on façonne l'avenir à main nue. Surtout, de nouveaux liens se nouent hors du cercle occidental. Le Sahel dialogue désormais avec l'Asie, l'Amérique latine, le monde arabe, tissant un réseau d'alliances qui fissure l'isolement imposé. Ce virage enseigne une vérité. La souveraineté n'est pas un slogan, mais la somme de 1000 gestes quotidiens portés par des gens ordinaires qui refusent que la résignation. Le combat d'un peuple devient la victoire de tous lorsque chaque voix pèse, chaque action compte dans la balance du destin. Pour illustrer cette dynamique, prenons l'exemple de la coopération agricole, transfrontalière entre le Burkina Faso et le Niger. Autrefois, les récoltes de mil et de sorgho partaient mines vers les ports pour être exportées à vil prix. Désormais, grâce à des coopératives intégrées, les surplus sont transformés localement en farine et en semoule, alimentant les marchés régionaux et réduisant la dépendance aux importations. Cette relocalisation de la production crée des emplois et valorise le savoir-faire local. Dans le domaine de l'éducation, la mutualisation des ressources a permis l'ouverture d'écoles communautaires bilingues, adaptées aux réalités nomades et rurales du Sahel. Les enseignants sont formés localement selon des méthodes participatives. Cela favorise l'émergence d'une génération consciente des enjeux de souveraineté et fière de ses racines. Surtout, les jeunes prennent une part active à ces transformations. Par exemple, dans la ville de Zinder, au Niger, des collectifs d'étudiants ont mis en place des ateliers d'innovation low-tech, fabrication de pompes d'irrigation à partir de matériaux recyclés, développement de plateformes numériques pour le commerce local, création de radios communautaires pour informer et mobiliser. À vous qui regardez ces images, un message franchit le désert. La dignité ne se négocie pas. Ni pour des chiffres, ni pour un visa, ni par lassitude. Elle se bâtit ensemble dans la solidarité, la persévérance, l'audace de rêver au-delà des frontières imposées. Mais ce nouvel élan, aussi puissant soit-il, demeure fragile. Son avenir repose sur la capacité des peuples du Sahel à résister aux divisions, à déjouer l'isolement, à renforcer sans relâche leur solidarité régionale. La réussite ou l'échec de cette alliance pèsera lourd, non seulement pour l'Afrique, mais pour la jeunesse de tous les continents en quête de son destin. Le Sahel se trouve désormais à la croisée des chemins. Jusqu'où peut aller cette révolution silencieuse face aux pressions extérieures? Pour comprendre la difficulté de la tâche, rappelons-nous la crise malienne de 2012, lorsque le pays, confronté à une rébellion dans le nord, a vu l'intervention étrangère se traduire par une multiplication des bases et la mainmise sur les ressources minières. L'expérience a montré que l'aide internationale, sans contrôle local, peut devenir une nouvelle forme d'aliénation. Aujourd'hui, les pays du Sahel cherchent à éviter ce piège. Ils investissent dans la formation de cadres autonomes, dans la diversification des partenaires et dans l'émergence d'une société civile forte. Des forums citoyens sont organisés à Bamako, Ouagadougou, Niamey, où l'on débat des politiques publiques, où l'on interpelle les dirigeants et où l'on forge des solutions ancrées dans la réalité locale. Quand l'Afrique n'attend plus la permission, qui peut encore lui fixer des limites? Quand un peuple a payé le prix fort pour sa liberté, qui oserait venir présenter la note? Le Sahel nous montre aujourd'hui que ni contrat léonin, ni base militaire, ni chèque au zéro infini ne remplacent l'élan d'un peuple debout. Les chaînes invisibles, même polies par le langage des partenariats, se brisent face à une génération qui refuse de plier. L'Occident a changé ses méthodes, troquant l'uniforme du conquérant pour les atours du gestionnaire. Plus de conquêtes à ciel ouvert, mais des traités, des dettes, des bases discrètes. Pourtant, l'Afrique n'est plus ce champ silencieux où tout s'impose sans contestation. Le réveil est là,
portés par la jeunesse, les paysans, les femmes, les enseignants, tous ceux qui savent que l'aide ne doit plus signifier dépendance, ni la sécurité rimée avec soumission. Le Burkina Faso en est l'exemple éclatant. Chaque refus de la tutelle coûte cher, en aide suspendue, en sanctions, en menaces. Mais chaque pas vers l'autonomie redonne du sens à un mot dévalué, souveraineté. Ibrahim Traoré, âgé de seulement 35 ans, a rappelé à tout un continent que la dignité ne se négocie plus, que la liberté n'est pas une faveur, mais un droit à défendre, quotidiennement, collectivement ou seul. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si l'Afrique peut rompre ses liens. Elle le fait déjà, à grand risque, mais avec une détermination inédite. Ce qui est en jeu, c'est notre responsabilité commune, que nous soyons spectateurs, citoyens, membres de la diaspora ou simples témoins. Resterons-nous de simples observateurs du récit imposé, ou choisirons-nous d'amplifier, de relayer, d'incarner cette voix africaine qui, enfin, se réécrit ? Fermer les yeux sur ce combat, c'est laisser s'envoler, année après année, des milliards d'opportunités, de richesses, de fierté. C'est accepter que l'Afrique reste dépendante, que son destin se joue ailleurs. Mais agir, c'est soutenir, partager, refuser le silence et marcher aux côtés de celles et ceux qui osent dire non chaque jour. Car la seule facture qui compte, c'est celle du courage. Et elle ne se paie ni en dollars, ni en promesses, mais en engagement. Alors, la prochaine fois qu'une aide ou un partenariat sera vanté comme un cadeau, souvenons-nous, la vraie indépendance ne se demande pas, elle s'arrache. Et elle se protège, ensemble. Pour aller plus loin, chacun d'entre nous peut agir à son échelle. Soutenir les produits locaux du Sahel, donner la parole aux acteurs africains dans les médias, relayer les initiatives citoyennes sur les réseaux sociaux. Les membres de la diaspora peuvent investir dans les coopératives, financer des bourses pour l'éducation et créer des ponts économiques sud-sud. Les étudiants, les enseignants, les journalistes ont le pouvoir de diffuser un récit alternatif, de briser les clichés et de rendre visible la complexité et la richesse du continent. Enfin, il est essentiel de défendre l'intégrité des institutions africaines, exiger la transparence dans les accords, réclamer des audits citoyens, soutenir la création de médias indépendants sont autant de leviers pour empêcher que le futur du Sahel se joue à huis clos. Seule une vigilance collective, une mobilisation continue et une solidarité transfrontalière permettront de transformer l'élan actuel en un mouvement durable. Rappelez-vous, chaque geste compte. L'histoire du Sahel et au-delà de l'Afrique, s'écrit à 1000 mains et se façonne chaque jour. Ensemble, refusons que les chaînes modernes, même invisibles, dictent l'avenir d'un continent qui a tant à offrir au monde.